Bonjour à tous et bienvenue sur le live sur un sujet qui est pas commun, qui est un petit peu tabou, qui est l'après-cancer. Donc bienvenue dans ce live. Ce live, je le fais pas toute seule. J'ai la chance de le faire avec Christelle Albaret, qui est psy, qui va se présenter en fait. Elle arrive, hein. Je vais l'inviter. Je suis désolée, j'ai du mal à parler et à inviter quelqu'un en même temps. Je crois que c'est bon. Bienvenue tout le monde. Bonjour. C'est peut-être la pause déjeuner. Salut Christelle. Bonjour Laure, très heureuse de te rejoindre. Ça y est, on est en duo, on est en live, Yes. toutes les deux et avec tout le monde. Ça va être un super moment, tous ensemble. Et donc, en effet, on a un vrai sujet sur l'après-cancer. Je te laisse un peu peut-être nous donner un peu le sommaire. On se présente rapidement pour nos deux communautés parce que moi, je vais te présenter. Je commence par toi. Je te propose de te présenter, puis tu me présenteras un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te va qu'on le fasse Ouais, comme ça? ça me va. Ouais, nickel. C'est original. Allez, super. Vas-y. Donc, voilà, on va faire ce qu'on appelle une présentation croisée. Donc, Vous moi, verrez je à vous ma tête présente si à c'est ma juste. communauté. Je vous présente Laure qui est médecin généraliste, qui est très présente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur TikTok. Moi, c'est comme ça que je t'avais rencontré à l'époque sur TikTok on avait fait un événement ensemble. Donc, c'est le cœur net, comme vous pouvez voir, le cœurnet.info. Et donc, tu es médecin généraliste, tu as ton cabinet et tu partages ton temps entre ton cabinet et un peu cette formation de journaliste de santé et de pouvoir être là pour faire de la prévention. Tu es aussi de temps en temps sur Fun Radio, j'ai vu ça, notamment il n'y a pas longtemps. Et c'est un super exercice de style que je trouve que tu réussis très bien d'ailleurs. C'est hyper gentil. Bonne présentation, je valide. Allez, 19 sur 20. Bon, allez, avec Christelle, donc toi, tu es psychosociologue et tu es auteur aussi. Et tu es une femme aussi, on va dire, engagée hein, sur plein de fronts et sur la santé mentale, on va dire, de manière générale, qui soit accessible à tout le monde. Toi, tu as fondé une clinique en ligne, la clinique e-santé. Donc, c'est une plateforme où il y a des psychologues. Voilà. Tu interviens aussi dans des médias, notamment sur France 2, sur Ça commence aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, avec Oui. Et Faustine oui, Bollard. depuis plus de 6 ans maintenant. Exactement. C'est toujours un Et vrai c'est plaisir. drôle Ouais. parce qu'en fait, on est voisines de plateau. Moi, j'interviens pas mal à la maison des maternelles et c'est le studio Oui. juste à côté. C'est rigolo. Et voilà, donc toi, ouais, t'œuvres pour du mieux vivre dans les étapes de la vie des gens. On va dire ça comme ça. Exactement. Merci pour cette super présentation. Et aujourd'hui, on a dit qu'on parlait de la rémission, l'après-cancer. Et je te propose peut-être, on va avoir deux versants en fait dans ce live. Alors, qui dit live pour tous, si vous avez des questions, des témoignages, allez-y. Vraiment, c'est super important. On est là pour interagir ensemble. On est là pas pour se présenter comme des sachants, mais vraiment pour faire un partage d'expérience, d'expertise sur le sujet. Et on va vraiment œuvrer sur deux côtés. D'un côté, la partie santé, médecine, et là, c'est la casquette de Laure qui prime. Et moi, je vais vraiment m'intéresser beaucoup plus au versant émotionnel, psychologique de l'après-cancer, dont on ne parle pas suffisamment, il me semble. Car une fois qu'on est rentré chez soi, on pense que c'est terminé. Et quand l'après-cancer, même, on a du mal à parler de la guérison. Mais ça, je crois que tu vas nous en parler. À quel moment, d'ailleurs, on dit qu'il y a rémission ou guérison? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Posons-nous des questions très simples. Et moi, je parlerai derrière, juste en effet, de ce qui se passe après, comment on peut. Et on va aussi insister, on est d'accord, on s'est dit juste avant ce live, sur les solutions. Oui, tout à fait. Alors la rémission, juste pour rebondir, en fait, c'est vraiment quand l'affection elle cède du terrain, qu'on commence à aller mieux. Souvent, quand il n'y a plus de traitement, on parle de rémission complète quand tout a disparu, qu'il n'y a plus de signes en fait de la maladie. Alors évidemment, là, c'est un petit peu en lien avec Octobre Rose. On fera plutôt écho au cancer du sein. Pour le cancer du sein, on va parler de guérison seulement au bout de 15 ans. Alors ça peut paraître long, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui a été défini et ça change d'un cancer à l'autre. Voilà, après, D'accord. faut savoir que dans l'après-cancer, il y a d'autres difficultés qui peuvent être là, qu'on va pas forcément évoquer aujourd'hui ici, mais ça va être des difficultés peut-être financières liées au travail, en tout cas des difficultés qui seraient plutôt, on va dire, sociales.
qui ne sont pas forcément évidentes. Et là où rémission pour quelqu'un, ça va être plutôt positif, pour d'autres, ça va être peut-être plus lourd. Est-ce que c'est parce que ça peut être aussi dur de vivre le fait aussi que les traitements s'arrêtent quand finalement on quitte un petit peu voilà, l'hôpital, le monde médical qui peut être une certaine protection pour certains. Une sorte de routine, une Ouais, routine qui s'est installée avec une sorte, alors ce que certains patients expriment, de sorte de cocon, de cocon médical qui était là. Et ce moment où c'est pas seulement on rentre chez soi, parce que c'est pas une fracture comme ça, c'est pas j'étais à l'hôpital, j'y suis plus, c'est le temps qui était imparti aussi pour le soin au quotidien. Et ce temps-là n'est plus, il y a une autre construction qui se met en place. En fait, c'est une sorte on peut dire une sorte de, il y avait un statut un peu de, j'étais en statut de maladie du cancer, je me bats pour, et là je dois aller vers un autre statut. Et ce statut-là n'est pas si évident pour tout le monde. Et on n'en parle pas suffisamment parce qu'en effet, c'est tout un pan de sa vie qui a été mis entre parenthèses. Il a fallu se focaliser contre la maladie et on ne réagit pas tous de la même façon. C'est ce qu'on appelle le coping. Le coping, c'est cette façon qu'on a tous d'une façon très différente. Il n'y en a pas une qui est bonne ou pas, mais de s'adapter à une situation. Pour certains, l'après-cancer, c'est bilan de vie, ça m'ouvre plein de choses. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile de se dire, bah, en fait, je vais en faire un cadeau de vie parce que je suis encore là et aujourd'hui, je vais m'ouvrir plein de portes. Et d'ailleurs, je veux bien, ça serait intéressant peut-être si certains dans les personnes qui sont là peuvent réagir par rapport à eux ou leurs proches, comment ça a pu impacter cela. Et est-ce que toi, en cabinet, les patientes te parlent de ces difficultés, même relationnelles, sociales? oui, oui, on en parle, et les patients en parlent, et les aidants aussi, hein. Donc ce live, ça peut concerner vraiment tout à fait les aidants, dans le sens où quand la maladie, elle touche une personne, on se doute qu'elle impacte toute la famille. Non seulement les patients en parlent, mais il y a des études qui prouvent de la Ligue contre le cancer, notamment, qui dit qu'il y a 63% des patients qui ont souffert d'un cancer qui estimeraient que l'après-maladie serait plus difficile à vivre que certaines périodes du traitement. Alors, voilà, c'est les chiffres qui parlent, hein. Je pense qu'on peut imaginer évidemment que les périodes de traitement soient très, très difficiles avec des difficultés qu'on va citer tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'après, voilà, il faut aussi être préparé à cette période-là, je pense, hein. Mmh, mmh. Est-ce Et, que... Vas-y, vas-y. et ce qui n'est pas simple aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a aussi surtout beaucoup de tabous autour de ça. On n'ose pas en parler. Alors peut-être que les langues vont se délier justement avec les médecins ou le psy qu'on aurait éventuellement aussi. Mais voilà, c'est pas évident de dire que ça va pas quand c'est fini aussi. Enfin, Alors, chez le psychologue, c'est la première, si j'ai envie de dire, c'est le premier endroit, et c'est ça qui est un endroit précieux, c'est que le psy, c'est la personne à qui on peut tout dire, on peut avoir tous ses états d'âme, quelle que soit la situation, et où on ne sera jamais jugé. On sera toujours accueilli, soutenu de façon bienveillante, avec une forme d'objectivité qui permet à la personne justement de passer les différentes étapes. On va parler des étapes de deuil notamment, parce que il y a le deuil de la vie d'avant, pour pouvoir rencontrer la vie d'après. Si on refuse d'aborder ce sujet, on peut rester et s'enquister et s'enfermer et pas réussir justement comment dire, à complètement se couvrir dans cette nouvelle vie, avec des conséquences sur des troubles anxieux, des dépressions, des troubles du comportement alimentaire, un évitement social très important. Et les conséquences, elles sont, parce qu'aujourd'hui le cancer c'est n'importe quel âge, donc c'est des conséquences sur la vie affective, des conséquences sur la vie familiale, des conséquences sur la vie professionnelle. Là aussi, on n'en parle pas suffisamment parce qu'on est très focusé souvent sur la partie médicale, mais on ne tient pas compte de ce que j'appelle du deuxième cercle, c'est qu'en fait, la vie, pendant que nous, on était malades, elle ne s'est pas arrêtée. Donc, les gens continuaient à côté. Et une fois qu'on ressort de ça, il faut reprendre le train en route. Sauf qu'on n'est pas dans le même rythme qu'eux parce que déjà, on ne peut plus être dans
comment dire, on peut plus avoir de hier. Je crois qu'il y a déjà une première chose après le cancer. On peut plus avoir de hier. Il y a des choses qu'on va plus pouvoir accepter, qu'on va plus pouvoir refuser. Enfin, on va pas les regarder de la même façon. Ouais, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais compléter le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Sur la même étude, ce qui est dit, c'est que 26% des personnes interrogées disent que le cancer a forcé à prendre un nouveau départ. Mm, Et mm, j'aime bien mm. ce chiffre aussi, finalement, qui veut dire aussi que certes, c'est perturbant, voilà, certes, c'est pas simple, certainement pas simple, mais il y a aussi cette idée peut-être de voir les choses différemment, et en tout cas de se poser les questions pour envisager la vie autrement, quoi. C'est vrai, c'est la première chose. Alors, ce que je te propose, Laure, pour qu'on aille justement sur toutes les solutions qu'il y a sur l'après-cancer, est-ce que tu peux nous redonner les difficultés rencontrées au niveau médical et les effets qu'on a régulièrement pour que chacun soit informé de cela? Oui, bien sûr. Alors, un des effets, on va dire, principal, ça va être la fatigue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est noté, qui dit que quasi la moitié des patients qui ont eu un cancer, encore 5 ans après, ils ressentent encore de la fatigue. Il peut y avoir de la douleur. Et en fonction des personnes, il peut y avoir des effets secondaires des traitements qui sont évidemment très lourds souvent, que ce soit de la chirurgie, voilà, une mammectomie par exemple dans le cadre du cancer du sein, hein, je reviens à ça, mais ça peut donner un déséquilibre au niveau du poids, un impact sur les muscles du dos, l'impression d'avoir des tensions musculaires au niveau du bras aussi. Il peut y avoir des effets secondaires des chimios. Alors, les chimios sont parfois toxiques. Elles peuvent avoir des toxicités au niveau de l'oreille, au niveau de certains organes. Je te pose une Euh, question, Laure. Je fais exprès d'être un peu je fais la candide, mais je pense que c'est important. Mais quand on parle des effets secondaires, c'est des effets secondaires qui sont ponctuels, temporaires, ou ça peut durer des séquelles où bah, malheureusement, il faudra faire avec après. c'est très variable. La plupart, ils ont une durée dans le temps. Et certains, malheureusement, qui seraient autotoxiques, je pense aux oreilles, ça peut durer longtemps. Ouais. Ça peut jouer sur voilà, la surdité, l'audition. Ouais. Ouais. D'accord. Et bah, vous savez, par exemple, on parle aussi de fertilité. Les chimios, ça joue sur la fertilité. Donc souvent aussi, on en parle en amont. S'il y a des désirs de grossesse future, on s'arrange pour ce qui est de la préservation de la fertilité. Et puis aussi, il y a les radiothérapies. Donc la radiothérapie, ça peut donner de l'ostéoporose et aussi des troubles au niveau cutané, avec voilà, une peau qui deviendrait plus brunâtre. Alors ça, souvent, ça dure pas du tout dans le temps. Par contre, il peut y avoir voilà, des tissus un peu cicatriciels, désagréables, voire même un petit peu douloureux au toucher qu'il faut absolument prendre en charge dans l'après-cancer. Moi, j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si les personnes qui sont là avec nous, ça leur parle, mais on parle enfin, on utilise, j'ai remarqué en santé beaucoup de termes, la chimio, la radiothérapie, comme si en fait tout le monde savait ce que c'était une évidence, mais c'est pas forcément si évident que ça. C'est quoi la différence qu'il y a entre une chimio et une radiothérapie? Ou alors, est-ce que des fois on fait conjointement les deux? C'est dans des cadres de protocole. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, tout à fait. C'est des protocoles très élaborés avec des réunions de concertation pluridisciplinaires et qui ne seront pas les mêmes d'un patient à un autre et d'une maladie à une autre. Après, la chimiothérapie, c'est un traitement médicamenteux qu'en général, on va prescrire par voie veineuse, hein. Donc, les patients vont se rendre. Alors, pareil, hein, c'est très contraignant, hein, toujours au-delà du médicament qui est pénible et qui a des effets secondaires, il y a aussi les contraintes d'aller les avoir à l'hôpital, etc. Donc, Ouais, les je te disais les chimios, routines. Ce que je te c'est disais, des les routines. routines, ouais, Ouais. où on est transporté, le transporteur vient, on se lève tôt, on se retrouve en voiture avec d'autres personnes qui ont les mêmes maladies que nous, on y va, ou pas d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est assez lourd quand même, aussi humainement. Mais voilà, donc c'est des traitements médicamenteux. Ça peut être parfois par la bouche. Et à l'inverse, les radiothérapies, c'est ce qu'on imagine comme des rayons. Donc on va fixer la zone où se trouve la tumeur et la personne va avoir des rayons qui vont schématiquement
venir brûler la tumeur. Donc c'est en ça que je dis que forcément, du coup, comme les rayons passent, il peut y avoir une atteinte de la peau en regard. Voilà. Donc la radiothérapie, c'est quelque chose de plus localisé en fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ok. Et toi, à ton tour, est-ce que tu peux nous dire le versant, on va dire, psychologique des difficultés qu'on peut retrouver dans les suites de cancer ou de prise en charge de Oui, cancer? et je vais faire du coup un parallèle par rapport à ce que tu as expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les troubles psychologiques, les troubles émotionnels sont en lien aussi avec ce que l'on vit physiquement. Et on va dire, il y a aussi le traumatisme lié comment dire, aux soins, même si en effet c'est un soin, mais il est aussi traumatisant. Des personnes, hein, des années après, qui expliquent après une chimio, il y a des odeurs qui sont plus, c'est plus possible. C'est une anti-Madeleine de Proust, quoi. Je veux dire, pour certaines choses, ça crée vraiment des traumatismes, un état de stress post-traumatique parfois derrière. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Donc déjà, première parallèle que je ferai, c'est par rapport à la fatigue. Tu en as parlé tout à l'heure. La fatigue, c'est 80% des patients qui vont rencontrer cet état de fatigue. Et il va avoir un impact obligatoirement sur l'humeur, parce qu'on va avoir plus de morosité, on va avoir ce qu'on appelle une instabilité émotionnelle. Et souvent, la fatigue qui continue après cancer, c'est en lien avec des états anxieux qui s'expriment. Il y a la peur, en fait, si tu veux, il y a la peur qui va s'exprimer derrière, la peur de la récidive, la peur liée aussi à la douleur. La douleur, c'est vraiment un point clé, parce que l'appréciation qui a été vraiment négative de la douleur, elle s'est ancrée chez la personne qui l'a vécue. La douleur liée au cancer, la douleur liée aux soins pour le cancer. Et du coup, ça crée véritablement chez le patient un phénomène d'hypervigilance. Et donc, il y a une peur qui est amplifiée, hein, avec vraiment une expérience affective de la douleur qui est très présente. Et la peur de la récidive va véritablement être là. Et ça, je crois que c'est très important de prendre cela en considération, parce que si vous sentez concerné, il faut en parler avec votre médecin traitant. C'est très, très, très important. Votre cancérologue, l'oncologue, il faut vraiment en parler, parce que c'est un moment clé. Ensuite, il y a l'image corporelle, tu as commencé à en parler. Il y a plein de choses qui se passent en fonction du type de cancer. Et du coup, cette modification de l'apparence, des cicatrices, une alopécie, des pertes ou des prises de poids, des dysfonctions organiques. Tout à l'heure, on parlait du trouble de la fertilité. Il y a aussi des troubles de, comment dire, de la fonction sexuelle aussi, hein, qui peut être atteinte. Et du coup, ça va avoir immédiatement une conséquence à nouveau sur l'anxiété, sur des dépressions, et bien entendu une détérioration de l'image de soi. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a le deuil de la personne que j'étais avant, et qui... Ah, un petit bug. avant, de la personne que je suis aujourd'hui. Donc ça nécessite de devoir vraiment pour m'appeler. Et donc du coup, ça c'est important de le prendre en compte. Et ensuite, les choses dont on parle moins, c'est les troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, c'est tout ce qui va être troubles neuropsy, troubles de la mémoire. Et du coup, là aussi, on... Ah mince, on a des petits soucis de son. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu es avec nous, Christelle? Ça y est. Ouais, je suis là. Revenu. Tu m'entends ou pas? Ouais. Merci. On a entendu qu'effectivement, il y avait des risques de troubles cognitifs chez certains patients. Sur la mémoire, sur ce genre de choses, ouais. Ouais. Donc, il y a des tests. Bon, on va vous donner des petites solutions aussi qu'on peut proposer, en tout cas, aux patients. Donc, toi, tu estimes que c'est important d'évaluer tous ces besoins psychosociaux? C'est essentiel dans les solutions. On va être très clair. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a une sorte de... comment dire, il y a une première chose à faire régulièrement. C'est ce que j'appelle un bilan émotionnel régulier, pour savoir où j'en suis. Une sorte de baromètre par rapport à son état émotionnel, par rapport à son état physique, par rapport à son état relationnel et social.
Et à partir de là, si on sent qu'il y a une difficulté, une souffrance, il faut immédiatement en parler. Pourquoi? Parce que notamment au niveau de la thérapie, il y a vraiment, c'est pas compliqué, parler, s'exprimer, c'est naturellement, comment dire, c'est naturétique, c'est naturellement catharsique, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est très important, c'est de sentir qu'on n'est pas seul. Et sinon, on est toujours dans une sorte de cercle vicieux, tu sais, on est à soi-même, on a beaucoup plus de mal. Donc, c'est important de pouvoir partager, échanger, d'avoir une personne qui saura véritablement t'accompagner au bon endroit, en fait. Être une sorte de baromètre aussi pour toi, pour avancer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'on pourrait passer à la phase solution? Alors, c'est vrai qu'on a listé, je m'excuse, ça peut paraître un peu lourd comme ça de lister les difficultés, mais c'est vrai que je pense que c'est important de se dire qu'au cas par cas, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont mises en place. Encore une fois, comme tu le disais bien, il faut avoir un regard là-dessus, se poser la question voilà, de nos besoins, où on en est, où est-ce qu'on en est aussi peut-être familialement. Euh, qui peut nous aider? Et du coup, alors, d'un point de vue médical, enfin, je sais pas, on peut repartir sur le médical? C'était OK? Parfait, super, exactement. On repart sur le médical et on parlera du psychologique aussi. Voilà, moi, il y a un message que je voudrais faire passer, c'est que c'est important d'être acteur de sa maladie. On maîtrise pas tout, on se fait souvent prendre par la main, mais c'est pas facile, on n'est pas toujours d'accord aussi, on a du mal voilà, des fois avec les traitements. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut garder confiance et surtout discuter avec les soignants, discuter avec voilà, les personnes en qui on va remettre notre santé et être vraiment en phase avec eux. Parce qu'on peut dire aussi que ça ne va pas, qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais je pense il faut être vraiment à l'aise et en phase avec le soignant. Et si le soignant, ce n'est pas celui qui nous correspond parce qu'il est trop ci ou trop ça, il ne faut pas hésiter aussi à changer. Voilà, c'est important d'avoir moi, je suis médecin traitant, mais d'avoir un médecin traitant voilà, qui colle avec notre personnalité et qui va répondre à nos attentes dans la façon dont il va aborder les choses. Parce qu'il y en a certains qui vont être peut-être trop si ou pas assez. Voilà, c'est très, très subjectif, hein, de toute façon. Voilà. Je suis alors ça 100% d'accord déjà avec toi, puisque de toute manière, l'alliance thérapeutique, que ce soit avec son psychologue, avec son médecin, elle est nécessaire puisque c'est le premier niveau de sécurité. Et s'il n'y a pas cette sécurité, de toute façon, ça va être beaucoup plus difficile pour le patient d'avoir l'espace pour pouvoir se reconstruire. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas lui demander de faire cet effort supplémentaire. Ouais, bien sûr, c'est exactement ça. Et il faut aussi savoir que je pense que le soignant, il doit comprendre ça. Alors c'est un peu facile à dire, mais voilà, on a le droit d'aller voir son soignant en lui disant, bon voilà, j'ai été déçue précédemment, ou alors cette prise en charge ne me convient pas, je préfère que vous m'adressiez à quelqu'un qui fonctionne un peu différemment, ou aller voir une autre personne. C'est pas grave, y a pas de problème. Faut pas, voilà, on a déjà assez de chats à fouetter, donc il y a pas de souci. Et donc, oui, pour les prises en charge, il y a des soins à domicile, infirmiers, médicaux, kinés. La kiné, c'est bien pour les douleurs. Tu parlais des douleurs, hein. C'est vrai que les douleurs, c'est toujours un rappel de la maladie. Donc, c'est pénible. Il faut essayer de s'en sortir le plus vite possible. Et le kiné, il peut aider à assouplir des cicatrices, à enlever des adhérences. Quand on a eu des chimios, ce qu'on va conseiller, c'est beaucoup d'hydratation. Mais on peut aussi voilà, adresser à des dermatos parce que la peau, elle peut en prendre un coup, être plus rugueuse au toucher. On peut voir aussi des podologues ou enfin, des personnes qui vont gérer aussi tout ce qui touche, des pédicures, pardon, aux ongles, quand on a des atteintes des ongles. Pour les rayons, tout ce qui est radiothérapie. Alors, on va donner des petits conseils aux patients normalement, comme de ne pas se raser pendant quelques temps, voilà, éviter des déos, des parfums qui seraient très alcoolisés, Oui. du genre de choses qui seraient agressives. Tout ce qui est piscine très chlorée aussi, on demande d'éviter. Et il y a aussi tout ce qui est cure thermale. Ça, je voudrais en parler parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Et comme les patients ont eu un cancer, ils sont en affection longue durée, donc c'est des prescriptions médicales.
Donc, il existe maintenant des cures qui sont ciblées pour l'après-cancer, Ouais. qui vont donc être prescrites hein, si on a des problèmes de peau, mais si aussi on a des problèmes voilà, de douleur, d'inconfort et de problèmes psychologiques. C'est vraiment une sorte de package avec une prise en charge de la réparation cutanée, voilà, des ateliers maquillage pour l'estime de soi, de la sophrologie. Voilà, moi j'en ai déjà prescrite et je trouve que c'est vraiment chouette si on se sent aussi de se déplacer de son domicile. Après, il faut savoir que de se déplacer des fois de son domicile, eh ben, ça fait du bien. Ça Exactement, ça, peut, je suis d'accord. ça Ça peut être peut, un bon sas, tu sais, un bon ça peut. sas où en fait on n'a pas la pression justement de tout son environnement familial qui a beaucoup pris soin de nous ou alors qui a été un peu maladroit aussi. Et là, en fait, on est centré sur soi et avec des personnes qui sont dans une autre forme de soin puisque c'est un soin comment dire, où justement on est vraiment dans le cocon. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et enfin, il y a aussi les aides sociales. Les aides sociales, ça va être des aides ménagères, ménage, courses, préparation des repas. Ça, c'est possible, ça se met en place assez facilement avec une assistante sociale hein, qui vient à votre domicile, qui évalue est-ce qu'il y a des escaliers, comment vous vivez, est-ce que vous êtes isolé, est-ce que vous avez le permis ou pas. Et donc, il y a des techniciennes d'intervention, TISF. Ça existe aussi en protection maternelle infantile. Hein. Donc, c'est des personnes qui vont prendre le relais, en fait, tout simplement voilà, pour lutter contre la fatigue, hein, clairement, pour faire des choses qui seraient du quotidien, mais qui seraient lourdes à porter. Il y a aussi le portage des repas, la téléassistance, etc. Donc, tout ça, ça peut se mettre en place. Et donc, du Ça, point c'est de une vue... bonne chose. Et merci de le dire parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas ou on n'ose pas hein, aussi demander des fois à son médecin traitant une cure. ouais. Il faut vraiment oser à le demander parce que ça fait du bien. Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, on se met des barrières et on se dit, bah, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait jusque-là. Et vraiment, vraiment, c'est fait pour aussi. Et je pense que c'est important d'accepter de l'aide parce qu'en l'acceptant, ça veut pas dire que ce sera toute notre vie. Ça peut être quelques mois, ça peut être aussi pour passer des caps sur une période qui peut être difficile pour d'autres raisons. Tu Euh, sais, ouais. Laure, on parlait hier quand on préparait ce live, on disait qu'on allait faire un prochain live justement sur parler les types d'attachement. Et alors, je m'adresse à toutes les personnes, les types d'attachement, on va en parler dans un prochain live avec Laure parce Tout qu'on à a fait. décidé de faire plusieurs lives ensemble. Et notamment, je fais un lien par rapport à ça et l'après-cancer. Parce que quand on est dans cette difficulté parfois de demander de l'aide en fonction de notre type d'attachement, eh bien, on n'ose pas. On sait très bien prendre soin des autres, mais on a beaucoup plus de difficultés à tendre la main, demander de l'aide parce que on a peur d'être redevable, on a peur un peu des conséquences que ça peut avoir. En réalité, dites-vous une chose, je vais vous aider. Demandez de l'aide à quelqu'un, ça fait du bien, vous savez pourquoi? Parce que dites-vous que vous, ça va vous faire du bien et en même temps, eh ben, vous proposez à l'autre de se sentir utile grâce à vous. Donc, c'est un très bon combiné, il faut le faire. Et Ouais, on est quand on altruiste ça, finalement. exactement. Et aussi, je voulais faire un parallèle, tu sais, par rapport à notamment l'accompagnement thérapeutique, parce qu'on dit, mais oui, mais si je joue avec un psy, bon, bah, au bout d'un moment, de quoi on va parler on va tourner en rond. En réalité, en thérapie, c'est tout un cheminement comment dire, comme je vous ai dit, il y a qui en était avant, la personne qu'on est en train de devenir, et c'est véritablement la possibilité de créer ce que j'appelle un vrai cadeau pour soi, de laisser émerger une autre façon de réinvestir sa vie et de ne pas repartir sur un cercle vicieux qu'on pouvait ou d'anciens mécanismes qu'on avait avant. Alors, comme je dis, tant qu'à faire, le cancer, on s'est imposé à nous. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est faire en sorte que la façon dont on va avancer après, elle ne s'impose pas à nous. C'est nous qui allons être aux commandes parce que c'est une nouvelle vie qui s'offre à nous et comment j'ai envie d'en prendre les commandes. Donc, pour cela, la psychologie et la psychothérapie va permettre de restaurer un équilibre émotionnel, de cicatriser les blessures émotionnelles aussi, et d'entrevoir, de faire un bilan de vie qui permet d'organiser de nouvelles priorités en fonction de son état de santé, mais aussi de ce qu'on a envie de faire du tri parfois. Et on n'est pas, comment dire, il y a plusieurs outils thérapeutiques qui existent pour cela. Je sais que les patients, moi je vois au niveau de la clinique e-santé, mais aussi en cabinet ou autre, en institution, qui sont très très appréciés, c'est l'art-thérapie.
L'art-thérapie, c'est vraiment le moyen de pouvoir exprimer son émotion, faire un cheminement sans être obligé de passer par le mental. Tout passe par la sensibilité, par le cœur, par l'émotion. Et en fait, les choses se restaurent naturellement. C'est vraiment extrêmement efficace. Ça fait des années que je le pratique. Je vois avec tous les psychologues, notamment chez nous de la clinique santé, c'est vraiment très efficace. Il y a aussi, quand il y a, il y a toute la partie neuropsy qui est nécessaire parfois, notamment liée aux troubles de l'attention, de la mémoire, d'où l'importance de faire un bilan pour savoir où on en est, pas rester avec ça. La logothérapie qui a été développée par Viktor Frankl est extraordinaire parce qu'elle permet de redonner, c'est ce qu'on appelle la thérapie du sens. Elle redonne du Ouais. sens de vie avec une certaine forme de spiritualité laïque qui est là. Et il y a les TCC, thérapies cognitivo-comportementales, qu'on connaît plus, mais qui sont des thérapies, bref, très efficaces, qui travaillent sur 3 dimensions, les émotions, le comportement et les pensées. Donc, pas hésiter, privilégier un psychothérapeute, psychologue intégratif, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui a une boîte à outils qui est très développée. Après, ce qui est important, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'alliance thérapeutique. Il faut que ça matche. À partir du moment où ça matche avec la personne, ça se passera bien. Ouais, c'est intéressant que tu parles d'art-thérapie parce qu'on peut consulter évidemment pour faire de l'art-thérapie, mais on peut aussi en faire de nous-mêmes. Et ça me fait penser à Fanny que j'ai rencontrée, qui est une patiente qui est en rémission d'un cancer du sein et qui, lorsqu'elle n'avait plus de cheveux, a créé un projet qui s'appelle Maquille ton crâne. J'espère que je le dis bien. Ah Maquille mon oui, crâne, j'avais maquille ton vu. crâne. Et je l'ai partagé, mais je vais le repartager là. C'est intéressant parce que voilà, elle crée du beau là où on n'a plus de cheveux et où on pourrait justement en douter. Et c'est génial son projet. Il y a aussi des comptes de personnes qui sont très engagées. Euh, voilà, pour parler du cancer, lever des tabous. Je pense à Baïsine Tiaka. Pareil, je vous repartagerai ce compte. C'est des personnes qui sont passées par là et qui sont dans la vie, qui sont dans l'action. Et franchement, ça fait plaisir à voir, quoi, vraiment. Mm. Oui, on va mettre en effet toutes ces infos. Je pense que c'est important aussi bon, qu'on rappelle aussi les endroits de ressources. Et il y a une chose quand on parle de l'art-thérapie ou des choses que vous pouvez faire par vous-même, c'est le mandala. Le mandala est vraiment un outil où on se recentre et qui fait du bien et accessible à tous. Je vous jure, faites-le. Je dis toujours, concrètement, en thérapie, les exercices les plus simples sont les plus, comment dire, les plus impactants. La plupart du temps, ce qui fait qu'on n'y va pas, c'est que justement, on se dit c'est si simple qu'on ne voit pas ce que ça va donner. Faites-le. La fragilité d'un exercice est liée justement à sa simplicité et c'est hyper impactant. Ouais, ouais, ouais. Je pense que des fois, c'est des choses simples dont on a besoin. Et tu parlais de ressources. Je pense que c'est important d'identifier nos propres ressources. Les ressources, elles peuvent être humaines. Voilà, en général, on va penser à un membre de notre famille, à notre meilleur ami. Mais ça peut être aussi une activité physique qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Essayer de retrouver ça. Je sais pas, hein, je pense à des balades en forêt ou des choses qui nous émeut et qui nous font du bien. Qui nous ancre en fait. Ouais, qui vont faire, voilà, qui vont amener à ce qui est indispensable en fait finalement. Et voilà, faut pas essayer de retrouver ces ressources-là. Ne pas hésiter à parler. Et je voulais aussi, peut-être pour conclure tout doucement, aborder le fait nous les médecins, je m'inclus, hein, on est peu formés à évoquer le mot de guérison. Ouais. Finalement, pareil, hein, j'ai regardé un petit peu les chiffres et ce qui se dit, c'est qu'il y a 32% des personnes qui auraient entendu pendant leur parcours, leur maladie, le mot guérison, alors qu'il s'est passé 15 ou 20 ans. Et c'est vrai que nous, je pense on est vraiment en tort là-dessus. On doit pouvoir à un moment dire c'est fini, quoi. C'est fini, c'est derrière vous. Et c'est pas simple à dire, je le conçois, mais vraiment la Ligue contre le cancer, elle demande ça, elle émet des recommandations pour que les soignants puissent aborder ce mot qui est quand même vraiment important pour les patients. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, ce mot est difficile à exprimer par les médecins? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça renvoie aussi à nos propres peurs.
je pense on est humain, donc on est passé ou on passe par des phases de maladie. On a un proche forcément qui est passé par là, ou même on est parfois soi-même passé par là. Donc je pense que effectivement, c'est plus de l'ordre de la peur et et peut-être, ouais, je pense qu'il y a une certaine protection Mm. voilà, on se protège, donc on n'aborde pas, on y va à tâtons. Et je pense que, bon, c'est, encore une fois, hein, c'est compréhensible. On peut imaginer qu'il faut toujours voilà, bien respecter tous les rendez-vous médicaux qu'on va exiger pendant les phases de rémission. Mais c'est vrai que je pense qu'aussi, il faut se dire que voilà, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, l'espoir est là. Il faut miser sur le rire, sur voilà, moi je pense beaucoup à ça, hein, mais voilà, on parlait des ressources, mais miser sur tout ce qui va nous faire du bien. Ça peut être l'art, la musique et les gens qu'on aime. Je pense que déjà, c'est beaucoup. Et tu sais quoi, je pense qu'on pourra terminer peut-être même par ça. Et aussi une certaine forme d'égoïsme. C'est intéressant ce que je veux dire, mais un égoïsme positif. Un égoïsme où on s'autorise aussi à être au centre de soi. Parce que si on ne prend pas soin de soi, je vais vous dire une chose, personne ne le fera à votre place. Donc soyez égoïste en ce qui concerne votre santé. Prenez soin de vous et Ouais. laissez-vous du temps. Offrez-vous du temps parce que personne ne vous donnera mieux cette autorisation que vous-même. Et c'est un essentiel, c'est un essentiel. Ouais, c'est exactement ça. Et, euh, et vous avez le droit. Mm. Il faut s'autoriser. Bonne conclusion, Christelle. Je Oui, valide. super. Je crois que tu vas remettre, hein, on va remettre dans nos, comment dire, dans nos descriptifs tous les liens pour que chacun, en fonction de ses besoins ou des questions qu'il se pose, puisse avoir des relais. Merci à toi, Laure, pour ce premier live qu'on a fait ensemble. C'était vraiment très sympathique. Et donc, du coup, on a un prochain live qu'on fera qui sera sur les types d'attachement. Ouais, exactement. Bah, merci à toi, Christelle. C'était trop cool. Et merci à vous tous pour les petits mots très gentils que j'ai vu passer. Oui, N'hésitez pas en commentaire du live qui sera en replay à poser des questions ou à mettre des commentaires sur ce qu'on aurait pu dire. Et on se tient à dispo pour lire tout ça et puis apporter des réponses. oui, et puis il y aura un replay, donc n'hésitez pas à le partager aux personnes il vous semble que ça pourrait être utile. Faites-le, faites-le, vraiment, c'est important. À tout bientôt. Merci, à Prenez plus soin de tard vous. là. Au Soyez revoir. égoïstes. Oui.